détenteur des archives de l'empereur Jean-Bédel Bokassa depuis près de 30 ans. Il m'a été dit, lorsque ces archives m'avaient été confiées, que l'empereur avait dit qu'on ne donnera ces documents qu'à celui qui aura envie de dire la vérité sur sa vie. Il est donc possible que je sois cette personne. C'est pour cette raison que probablement ces archives m'ont été confiées. Je dois dire aussi que en 2007, peu de temps avant sa mort, l'ami intime de Jean-Bédel Bokassa, Roger Delpé, un proche de Foccart, avait enregistré plusieurs conversations privées avec l'empereur lorsqu'il était en exil en Côte d'Ivoire. Et il a décidé, je ne sais pas pour quelle raison, 2 semaines à peu près avant sa mort, il m'a remis l'intégralité des dizaines d'heures d'entretien qu'il a eu avec l'empereur. Alors, je dois dire que sur le couronnement de Jean-Bédel Bokassa, beaucoup de choses ont été dites. En fait, personne ne sait pourquoi Jean-Bédel Bokassa est devenu empereur. Il y a eu énormément de critiques. Certains disent qu'il était mégalomane, c'est fort possible. D'autres disent que c'était un rêve alcoolique, etc. Nous, Bokassa Ier, jurons et promettons solennellement devant le peuple, devant l'humanité tout entière et devant l'histoire, de tout mettre en œuvre pour veiller scrupuleusement à la saine application de la Constitution de l'Empire centrafricain. Ce qui est nécessaire de rechercher dans ce couronnement, c'est l'histoire personnelle de Bokassa. Bokassa est un enfant qui a énormément souffert. Il est resté orphelin à l'âge de pratiquement 6 ans. Ses parents ont été tués par des miliciens de la compagnie Sango Bangui, qui était une compagnie du père de Valéry Giscard d'Estaing, qui avait utilisé quasiment des Centrafricains dans les travaux forcés, obligeait les Centrafricains à prélever du caoutchouc, etc., etc. Donc, le père de Bokassa s'est indigné de ces pratiques de l'époque coloniale. Et il a décidé un jour de libérer tous les prisonniers qui étaient des gens qui étaient arbitrairement arrêtés par les miliciens français. Et pour l'exemple, ils ont exécuté le père de Bokassa et son corps est resté exposé près d'une journée entière sous le soleil, pour l'exemple. Et je crois que ça a été un point très, très marquant parce que Bokassa a assisté à cet épisode. Sa mère est décédée 1 semaine après cette exécution. Donc, quand on veut chercher dans le couronnement de l'empereur, il faut peut-être aussi aller chercher de ce côté-là. Le coup d'État contre Jean-Bédel Bokassa est, à mon avis, quelque chose de très grave. Jacques Foccart a qualifié ce coup d'État de Valéry Giscard d'Estaing d'expédition coloniale. Donc, venant de Foccart, je pense qu'il sait très bien de quoi il parle. En fait, on n'a pas de raison claire, de mobile clair sur ce qui a amené Giscard d'Estaing à renverser Jean-Bédel Bokassa. Mais je crois surtout que cette affaire n'est pas une affaire d'État, c'est une affaire privée. Et Bokassa a effectivement un certain nombre dans ses confidences à Roger Delpé, il explique que c'était plutôt une affaire privée, une affaire personnelle. Ce qui me conforte dans l'idée que c'est une affaire privée et pas une affaire d'État, c'est que immédiatement, lorsque les services de renseignement, les services secrets français vont renverser Bokassa en 79, ils se livrent à la fouille
de son bureau, de ses coffres-forts, et on récupère à la fois ses biens, mais surtout beaucoup de documents. Et de ce que je sais, des confidences qui m'ont été faites à la fois par Roger Delpé et Roger Olindre, donc c'est tout ce qui était très proche de Bokassa, c'est que finalement, il y avait beaucoup de documents compromettant Valéry Giscard d'Estaing dans ces coffres-forts. Donc, il était important de faire le ménage dans tous ces coffres-forts et dans tous ces documents pour qu'il ne reste pas trace de ce que les renseignements généraux savaient déjà de ce que Valéry Giscard d'Estaing faisait en République centrafricaine sous le règne de l'empereur Bokassa. Lorsque Bokassa arrive en France en 1979, à la suite de ce coup d'État, eh bien, il est fouillé au corps avec des palpations dans les parties génitales, ce qui est extrêmement humiliant pour un président de la République et surtout pour quelqu'un qui a aimé et respecté la France et surtout qui l'a servi. Et il a servi quand? Il a servi dès 1940, au moment où les nazis occupaient le territoire français. Donc Bokassa est parmi les premiers tirailleurs africains qui décident de rejoindre le général de Gaulle, c'est-à-dire la France libre, pour résister contre l'occupation allemande. Et donc, lorsque Giscard d'Estaing le renverse en 1979 et qu'il arrive en France, la première chose que Giscard d'Estaing fait dire, c'est que Bokassa, il n'est pas français. Et donc, on cherche à le renvoyer vers un pays étranger et Bokassa refuse. Il dit qu'il est chez lui, il a servi la France et il restera en France. Finalement, le traitement qui lui sera réservé sera tout au long de son séjour en France un traitement d'humiliation, un traitement de mépris. Et puis il était sans papier pendant cette période d'Hardicourt. Ce qui est totalement incompréhensible pour un ancien militaire français. Il a quand même passé 23 ans dans l'armée française. Et ça, c'est quelque chose qui est resté pour lui comme un coup de poignard dans le dos fait par Valéry Giscard d'Estaing, d'après ce qu'il a dit tout au long de cette période de souffrance. Il a dit à un moment donné que ses enfants étaient parfois obligés de manger de l'herbe, le gazon du château pour pouvoir s'alimenter. Bon, il faut dire que les critiques qui ont toujours été faites à l'endroit de l'empereur pour le fait qu'il a dépensé beaucoup d'argent dans l'achat de châteaux, de voitures de luxe, etc., eh bien, c'est quelque chose qui relevait, bien sûr, de sa propre mégalomanie, de beaucoup de comportements négatifs dans son rapport à l'argent, dans son rapport aux biens matériels. Mais on ne peut pas détacher ça du rôle et des Français qui étaient autour de lui, parce que Bokassa avait des conseillers français, beaucoup ont participé dans l'achat de ces châteaux. J'ai vu dans ses archives personnelles beaucoup de documents de Français qui le représentaient dans l'achat de somptueux châteaux en France. Donc, il est difficile d'accuser Bokassa d'être ce qu'il a été sans montrer également le rôle des Français qui étaient ses conseillers et qui l'ont soit conseillé à acheter ces châteaux, soit poussé absolument à le faire. Bernard Tapie a joué un rôle important dans la tentative de spoliation de l'empereur. Les tribunaux avaient considéré que l'attitude de Bernard Tapie à l'égard de Bokassa dans la tentative de prendre ses biens était une attitude malhonnête et déloyale. Tapie lui-même avait dit à l'époque qu'il avait décidé de monter un coup sur les biens de Bokassa. Donc, je pense que c'était un moment de fragilité extrême pour l'empereur. Et Bernard Tapie a utilisé cette faiblesse, ce moment de grande faiblesse, pour essayer de lui ravir tous ses biens. Mais comme les tribunaux français se sont opposés, mais aussi les tribunaux ivoiriens, finalement, Bernard Tapie a quand même récupéré beaucoup de voitures de luxe. Et ça, j'ai retrouvé dans les archives de l'empereur une lettre détaillée de son fils qui explique le nombre de véhicules que Bernard Tapie avait pu prendre quand il avait su que les tribunaux allaient s'opposer
à sa tentative d'escroquerie. Bokassa a dans ses archives un certain nombre de correspondances qui disent que Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République française, a eu des relations très étroites avec son épouse, Catherine, l'impératrice Catherine. Et ça a fait l'objet à l'époque de débats. Les gens étaient plutôt très réservés sur ce point-là, mais dans les confidences qu'il fait à Roger Delpé et auxquelles j'ai eu accès, il donne énormément de détails. Et j'ai voulu que, sans juger de cette relation, la nature de cette relation, les objectifs de cette relation, j'ai simplement voulu que le public puisse avoir l'échange entre Roger Delpé et Valéry Giscard d'Estaing. Ce n'était pas destiné à discréditer Giscard, mais c'était une information capitale sur ce que l'empereur a considéré comme une trahison du chef de l'État français. Moi, je pense qu'on pourrait connaître la vérité par cette fameuse Madame Connétable. Mais absolument. Parce que c'est elle qui a fait toutes les magouilles. Mais c'est Giscard qui l'avait placée avec Catherine comme conseillère psychologue. Eh ben. Voilà. Et elle est restée avec Catherine dans notre pays là-bas 4 années. 4 années alors que j'étais ami de Giscard. Or, comme c'est Giscard qui l'avait placée, Giscard donc s'est forcé de connaître où en était l'évolution de l'éclatement, de mon éclatement avec Catherine et de ce que Giscard allait faire. Oui. Alors, Madame Connétable sait beaucoup de choses. Bien sûr. Beaucoup. Et je regardais encore dans le dossier. J'ai retrouvé tous les documents qui attestent le séjour de Catherine dans une clinique à Paris 16e, où on lui a fait un cultage après que Giscard l'avait foutu enceinte. Mais là, attention, faut avoir des assurances, faut être sûr. J'en ai, évidemment, puisque Catherine elle-même, quand elle était en clinique Hartmann, l'Élysée lui a envoyé des gerbes de fleurs, des fleurs, l'Élysée lui a envoyé des fleurs, et même Giscard même est venu lui rendre visite à Hartmann. Mais ça peut être des visites de courtoisie. Les fleurs, ça peut être des offrandes de courtoisie. Enfin, je m'excuse de vous poser la question, mais il vous est certainement arrivé de poser des questions à ce sujet à Catherine. Mais évidemment. Et elle a reconnu, elle a avoué. Catherine a reconnu, Catherine a avoué, et Catherine m'a dit qu'elle est prête. Bon, elle est prête à dire à Giscard que je suis d'accord de rentrer en France, mais de ne jamais mettre pied à Havricourt, de rentrer en France pour rester à Villemaurin et de m'interdire de mettre pied à Havricourt. Oui. Alors, elle m'a dit, si je lui donne mon accord, parce que c'est la question que Giscard lui a transmise, Giscard lui a dit, dites à Bokassa, s'il veut rentrer en France, je veux le faire tout de suite. Si je dois rentrer en France, il ne faut pas que je mette pied à Havricourt, que je reste à Villemaurin. C'était la condition que Catherine m'avait posée en accord avec Giscard. Alors, moi, j'ai dit non. Ces conditions telles que vous me les posez, je n'accepte pas parce que je suis propriétaire du château d'Havricourt. Bon, moi, j'ai fait des enfants avec Catherine. Elle a été ma femme. Je dis, mais tu as été ma femme, on a fait des enfants. Comment tu peux m'éliminer de toi-même et de mon château d'Havricourt? Alors, j'avais refusé. Elle m'a dit, bon, puisque tu ne veux pas, ben, je vais dire à Giscard que tu ne veux pas. Et c'est comme ça que je suis resté à Abidjan. Non, mais je veux dire, est-ce qu'elle a reconnu qu'il y avait entre Valéry Giscard d'Estaing et elle un lien? Elle l'a reconnu parfaitement. Bon. Elle l'a reconnu parfaitement, elle me l'a expliqué. Et je ne pouvais rien dire, mais en échange, elle voulait que je regagne la France, mais à condition de lui laisser la paix avec Giscard. Moi, j'ai refusé. J'ai dit,
entre, je ne pourrais pas accepter de lui laisser la paix avec Giscard. Je dis que je ne suis pas un garçon qui place une fille